Test, 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 1, 2, 1, 2. Ouah, salut à tous, c'est Sturi, j'espère que vous allez bien. On a un immense épisode de SmackDown à couvrir, un épisode qui m'a beaucoup plu. Entre les débuts très attendus de Rey Fenix, la terrible blessure dont nous a fait état Kevin Owens, la promo très controversée entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton, et le reveal, enfin le reveal de cette fameuse faveur de CM Punk. J'ai dû adapter un peu mon emploi du temps en raison également du show Sakura Genesis de New Japan que nous avons vécu en direct sur Twitch, et j'ai en effet utilisé cette même plateforme pour enregistrer la review de cet épisode de SmackDown. On va prendre son temps, on va y aller à la cool. J'adapte aussi cet emploi du temps en raison du pay-per-view qui s'en vient dans la nuit de dimanche à lundi de All Elite Wrestling Dynasty que je vous encourage à voir. On a fait la preview également sur Twitch et ça a été rediffusé sur la chaîne secondaire. Je vous rassure, bien sûr, on en fera un gros débrief et je profite également de cette introduction pour vous remercier. Il y a déjà beaucoup de places qui ont été vendues pour le show BZW au Casino Barrière de Lille le 5 juillet pour la venue de Baron Corbin. Si vous cherchez des places dans les premiers rangs, malheureusement, il en reste très peu. Je vous mets le lien de la billetterie dans la description et je profite également de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et oui, le week-end de WrestleMania arrive à grands pas. Dans moins de 2 semaines, nous allons vivre la grande fête du catch avec un planning toujours aussi fou du 17 au 20 avril. Alors on va oublier le café et les boissons sucrées. Faites équipe avec Oli Energy. Avec sa gamme énergie boostée à la New Caf, la gamme hydratation riche en électrolytes, ses saveurs aux arômes naturels et ses iced tea délicieux, Oli est un incontournable pour la route de WrestleMania. Avec en ce moment, en édition limitée, le retour de la saveur pamplemousse dans la gamme énergie, le meilleur des partenaires pour aller décrocher le titre de champion. Et les amis, c'est un secret pour personne, la saveur pamplemousse est certainement ma préférée. Alors merci d'avance à tous ceux qui passeront commande à partir de mon lien affilié, 5€ de remise sur votre première commande avec le code STURI5, idéal pour tester Oli une première fois en s'équipant du Starter Pack Deluxe, qui comprend plus de 40 échantillons issus des différentes gammes et un thermoshaker. Et pour les habitués, toujours plus nombreux, 10% de remise en caisse sur toutes vos commandes avec le code STURI. Encore un grand merci à Oli de soutenir le catch en 2025. Et maintenant faisons place à ce SmackDown Recap pour cet épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 4 avril au samedi 5 avril 2025 depuis la Allstate Arena de Rosemont dans l'Illinois. On fait toujours le raccourci, on est à Chicago. Welcome home, CM Punk, et après un long clip, bien évidemment. On nous remontre tout ce qui s'est passé dans le dernier segment de l'épisode précédent, à savoir la signature de contrat, Rollins, Reigns, CM Punk, le main event de WrestleMania. Non, finalement, c'était pas ça la faveur. Alors, quelle est la faveur ? Eh bien, nous allons probablement le découvrir ce soir, puisque qui dit Chicago dit bien évidemment CM Punk. Voilà, qui va ouvrir l'épisode acclamé comme le héros qu'il pense être, ou tout du moins dans sa ville à Chicago. 16 000 personnes, grosse atmosphère. Ok, on va tout de suite en parler. Ce n'est pas l'Europe, mais c'est pas le Connecticut non plus. C'était plutôt un move smart après les grosses foules européennes d'aller à Chicago, qui est réputé pour être un public chaud bouillant. Alors CM Punk, il arrive, il s'amuse, il prend la caméra, il fait... Voilà, on est là, il filme tout le monde. Alors, je pense qu'il s'amuse surtout à filmer le côté de la hardcam pour montrer qu'il y avait du monde aussi. Peut-être qu'il est farceur à ce point-là, le CM Punk. Après s'être amusé, il nous dit que ça y est. Il y a quelque temps, il nous fait cette confidence. Il nous dit qu'il n'était pas censé être là. Qu'il était terminé. Il a même fait des références, les mêmes qu'il avait fait chez All Elite Wrestling avec le fameux bébé bleu, le cordon ombilical autour du cou, etc. Qu'il n'est pas censé être en vie, mais il a été... sauvé, et ce qui l'a sauvé là présentement, c'est les fans, le fait qu'on l'ait ramené à la vie. Aujourd'hui, il a fait le tour du monde, mais ce soir, précisément ce soir, merci Chicago, parce que ça y est, on est dans le main event de WrestleMania. Mais on va pas prendre la grosse tête pour autant, donc c'est pour ça, on revient au principe, merci Chicago. Là, les gens, ils ont commencé à chanter You Deserve It. CM Punk, il a dit je deserve rien du tout, j'ai earné ma gueule. Alors ça, c'est compliqué. Parce que nous, la traduction de deserve et earn, c'est 2 mots qu'on traduirait par mériter. Sauf que you deserve it et you earn it en anglais, il y a une importance plus significative dans le mérite, justement, quand tu utilises le terme earn et pas le terme deserve. Alors qu'en vrai, pas du tout. En vrai, on est d'accord, il a pas gagné le Rumble, il a pas gagné l'Elimination Chamber.
en vrai, il y a quand même, tu vois, le passe-droit Roman Reigns et cette histoire de faveur, tout ça, on se dit, bon. Il remercie encore les fans, il remercie sa femme, il remercie son chien, donc Ed Jelly, Larry, plein de gens qu'il peut pas nommer, certainement pas Colt Cabana, mais maintenant, voilà, il est déter, ce qu'il veut, c'est aller chercher la win, donc on va se mettre à travailler. Arrivée de Paul Heyman. Déjà, c'est un peu rigolo comment il arrive, il s'excuse, parce qu'il est un peu en retard. Là, il se pose sur le ring, il demande à CM Punk s'il a le droit de rentrer. Bien évidemment, CM Punk, il autorise Paul Heyman à rentrer. Il y a un petit moment marrant parce que les gens chantent ECW, ça amuse CM Punk. Et Paul Heyman, en fait, il s'est approché de Punk pour lui dire que non, sa place, elle est bien ici à la WWE, sa place, elle est bien dans le main event de WrestleMania. Et il va commencer à évoquer tout leur récent chemin parcouru, semé d'embûches. Lui, il nous rappelle qu'il s'est fait casser la tronche par Solo Sikoa, que CM Punk, il a vécu l'enfer avec McIntyre, et que pour eux deux, tout était incertain. Limite, le gars, il nous dit, il sera deux doigts d'être miraculé tous les deux de se retrouver à l'affiche de WrestleMania, quoi. C'était impensable encore il y a quelques temps. Heyman, il revient également sur l'épisode. Je t'ai supplié de faire équipe avec Roman Reigns pour lui venir en aide pour les Wargames. Tu as accepté, c'était ma faveur. Évidemment, je t'en dois une, mais j'ai une autre faveur pour toi, CM Punk. Ma faveur, c'est de te demander, quelle est la faveur. ma faveur, c'est quelle est ta faveur, justement, parce que là, on a été piégé. Paul Heyman pensait bien faire en jouant peut-être de ses relations, de son influence pour faire que ce match soit le main event, mais c'était pas la faveur qu'avait demandé CM Punk, bien évidemment. Et CM Punk, il va pas faire le reveal tout de suite. CM Punk, il va dire à Paul Heyman, écoute, mon cher Polo, c'est une faveur que je pourrais révéler uniquement en présence de Roman Reigns parce que ça le concerne. Et le truc, c'est que Paul Heyman, il a laissé sous-entendre juste avant que Roman Reigns n'était pas présent là maintenant. Alors ça, ils ont un peu mal joué WWE parce que Roman Reigns avait annoncé quelques heures avant sur les réseaux sociaux qu'il serait présent à Chicago. Et Paul Heyman, en fait, s'est justifié de l'absence de Roman Reigns en disant qu'il était en camp d'entraînement et qu'il se préparait pour son match à WrestleMania, donc qu'il pouvait pas être présent pendant l'émission de SmackDown. Et CM Punk, il a fait rien du tout. Je te dirai pas la faveur tant que Roman Reigns n'est pas là. Donc ça met un peu Paul Heyman dans l'embarras. Et vous l'aurez bien compris, CM Punk se barre, il laisse Paul Heyman totalement pantois. On connaît pas quelle est la faveur, mais ça sera le fil rouge, bien évidemment, de la soirée. Et on savait très bien qu'on allait revoir tout ce beau monde ce soir dans le dernier segment de la soirée. Paul Heyman est incroyablement bon acteur sur ce segment. Bon segment d'ouverture. En tout cas, pour teaser des choses, j'aime bien quand WWE dans le segment d'ouverture tease des choses pour ce qui se passera plus tard dans la soirée. J'ai toujours un peu plus de mal, ou je suis peut-être un peu frustré de voir des gens avoir un gros segment en ouverture pour totalement disparaître des 3 heures de programme qui vont suivre. La suite du programme, tout de suite, on va pas perdre de temps. Rey Fenix est annoncé, il va faire ses débuts dans un instant. Et surprise, son adversaire, qui a malheureusement pour lui l'entrée du jobber, c'est la moitié des champions par équipe de NXT, à savoir Nathan Fraser. Nathan Fraser, ils ont eu quand même un bon format de catch avec 8 minutes de match. Tout le monde s'est mis en valeur, mais bien sûr, la star qui était attendue, c'était Rey Fenix. Alors Rey Fenix, très très bel accueil. Alors une entrée, je me permets de le dire, un peu dangereuse pour la rétine. Il y a eu beaucoup d'effets stroboscopiques, j'ai trouvé ça un peu dérangeant peut-être à certains endroits pour ceux qui ont un peu cette sensibilité-là dans l'œil. C'est pas mon cas, mais bon, j'ai un peu d'empathie, je pense à vous si vous avez été gêné par ça. Mais très très bel accueil pour Rey Fenix. Le public WWE est pas arrivé en mode c'est qui. Rey Fenix, en plus de ça, il a été établi à plein d'endroits. Il a été établi chez All Elite Wrestling avec l'arrivée de Penta, évidemment, il a été teasé. Toujours un excellent choix de l'avoir fait débuter à SmackDown d'un côté, Penta est de l'autre côté. Les commentateurs en plus de ça ont totalement acknowledgé le fait que Penta et Phoenix étaient frères, que c'était une grosse équipe. Ils ont comme ça, tu vois, pas mal de coups d'avance pour l'écriture et de Penta et de Rey Fenix pour la suite. Maintenant, Rey Fenix pas dit qu'il ait une route vers WrestleMania, même si là il fait son premier match, c'est plutôt cool. Alors, match de 8 minutes comme j'ai dit, il y a une grosse phase de shine pour faire briller Rey Fenix. C'est acrobatique et explosif à la fois. Moi, c'est le catch que j'aime beaucoup, notamment quand je vois ce genre de catcheur. Je serais déçu qu'il n'y ait pas des sauts de tête, des acrobaties, des sauts pairs. Tu sais, ce que des gens appellent la gymnastique qui plaît pas trop dans d'autres compagnies. En fait, moi, je vois des profils comme ceux-là. C'est ce que je veux voir, justement. C'est comme ça aussi qu'ils se démarquent que du reste. Et c'est bien, on leur a pas mis de frein, on leur a laissé faire un petit peu tous leurs trucs. Attention, je disais tout à l'heure, Nathan Fraser, on lui a laissé faire des trucs. Il se rate un peu sur son suicide dive, c'est dommage, mais il y a plus de peur que de mal. On est parti à la pub, pendant ce temps-là, c'était la hit de Nathan Fraser. Phoenix a fait son retour.
Il a toujours les mêmes trademarks, c'est-à-dire il court dans les cordes, il fait sa reprise de volée, pas de souci, et assez surprenamment, il fait... Alors, il me semble que chez All Elite Wrestling, ce move-là s'appelait le Fire Driver, c'était la fameuse prise qui avait buté, à l'époque, il me semble, John Moxley. Il le sort sur Nathan Fraser, qui se dégage à 2. Je fais assez étonnant, hein, parce que là, vraiment, c'est une grosse chute sur la tête, c'est plutôt rude. En tout cas, le move rend très très bien, mais c'est juste un gros trademark. Pas dit qu'il le reporte à l'avenir et qu'il le porte à d'autres, hein, ce truc-là. Et grosse surprise aussi, Nathan Fraser, il a 2 petits comebacks, il se fait contrer par un super kick, et finish qui reste le même pour Phoenix qu'à l'époque de chez All Elite Wrestling et ailleurs, Lucha Underground, tout ça. Il fait toujours le Phoenix Driver, qui est rebaptisé ici, et on prend un nom d'appellation d'usage, le Muscle Mexican Buster. Et c'est porté, appliqué à la perfection, compte de 1, 2, 3. Victoire de Rey Fenix qui réussit ses débuts en 8 minutes. Et comme pour Penta à ses débuts, petite interview avec Byron Saxton qui vient recueillir ses premières impressions. Rey Fenix tout de suite, il va dire merci Chicago. En plus, il a une longue histoire avec la ville de Chicago, nous dit-il. Il a dit qu'il renaissait, que c'était une nouvelle vie pour lui avec amour et passion. Et qu'il avait attendu toute sa vie pour dire ça. Je suis la WWE. Bah, il est à la WWE. Il s'est incliné sur le ring, il a embrassé le ring, il a dit animo ça veut dire avec des encouragements, tu vois, avec reconnaissance, avec respect, avec tout votre soutien. Et c'était beau en fait. Et moi j'ai aucun problème parce que je vois énormément de tech, bien fait AEW, etc. Rey Fenix et Penta, enfin parce que de ce fait ils se retrouvent au milieu d'un conflit qui aurait pas lieu d'être. Rey Fenix et Penta, c'est des putains de gamins à l'époque dans les ruelles au Mexique qui font des ciseaux de tête à la volée au feu rouge pour aller chercher des pièces et leur rêve c'est de faire du catch. Bien évidemment qu'ils sont influencés par la lucha libre, par WWE, et quand tu vois l'ascension, le parcours, tout ce qu'ils ont fait pour en arriver où ils sont là, bah c'est l'accomplissement final quoi. Et à un moment, arrêtez vos tribalismes à la con. C'est un incroyable parcours pour les deux. C'est royal, c'est incroyable, c'est presque inespéré, et ce qui est encore un peu plus fou, c'est que des mecs comme Phoenix et Penta sont peut-être en train de prouver que des luchadors mexicains peuvent arriver à la WWE et connaître un succès fulgurant, parce qu'ils n'ont pas emprunté les mêmes codes que d'autres superstars de la lucha libre. Et je pense bien évidemment à quelqu'un qui s'est totalement planté il y a de ça 15 ans, c'est Sin Cara. Ça avait beau être la plus grosse star du Mexique, la médiatisation internationale sur le Mexique n'était pas la même qu'à aujourd'hui, et en plus de ça, Rey Fenix, Penta, on va pas se mentir, la plateforme AEW a énormément aidé pour qu'ils n'arrivent pas comme des inconnus à la WWE. Tu vois, Dragon Lee, aussi talentueux, et il est peut-être aussi talentueux que Penta et Phoenix, il y a New Jap, il y a des accomplissements en circuit indépendant, etc. Le Mexique, il a pas un run très mémorable chez All Elite Wrestling, je crois qu'il fait qu'un match ou deux à peine. C'est pas la même quoi. Lucha Underground aussi ça a été diffusé à la télévision, enfin, Rey Fenix et Penta, ils jouissent quand même d'une plus grosse notoriété. Je suis très content, très ravi, curieux pour la suite bien évidemment, et c'est bien parce que la suite, elle se dessine déjà pour la semaine prochaine, on va utiliser la fraîcheur. Il y a Santos Escobar, Angel et Berto. Angel il est là, il va bien. Santos Escobar, il a regardé le match, il a dit voilà, c'est ça là, le mec il réussit ses débuts, il est impactant, et vous êtes des incapables, vous devriez vous inspirer de ce que fait Phoenix. Et Berto, il a dit qu'il est capable de battre Phoenix. Il peut faire aussi bien, voire mieux que lui. Et de ce fait, Santos Escobar, il l'a pris au mot, il a dit je vais aller voir Nick Aldis et je vais vous arranger un match entre les deux, prouve-moi que tu peux être meilleur que ce gars-là. Et de ce fait, c'est bien, on joue un petit peu sur l'orgueil des Mexicains, on joue encore avec les grandes legacies des familles mexicaines, ça va forcément très très bien matcher entre Berto et Phoenix, aucune idée. Mais j'aime bien, et puis Berto il est excellent, ça a donné un bon match. Après ça, Drew McIntyre, il nous a fait un promo package préenregistré avec un cache-œil, parce que figure-toi que suite à l'assaut de Damien Priest la semaine dernière, il s'est pris du vrai verre dans l'œil. Ouais, c'est du vrai verre, pleure-moi une rivière. Il s'est pris du verre dans l'œil, le con. Et de ce fait, il a fait toute sa promo avec un cache-œil. Donc ça va rajouter un petit truc sympa. J'espère qu'il s'est pas véritablement pété l'œil et que c'est kayfabe, tout ça. Ce sera le même traitement pour Damien Priest plus tard. Il y a personne qui est présent pour une réaction physique live. On va plutôt hyper un gros segment prévu pour la semaine prochaine. Et je pense que c'est un bon move parce que c'est un programme important quand même, Drew McIntyre, Damien Priest. La carte, elle était peut-être un peu trop stacked pour apparaître cette semaine. On conserve ça pour la semaine prochaine, ça me va très bien. C'est un peu Solid Snake, c'est vrai. Il y a un petit côté Solid Snake là avec le cache-œil. Ah ouais, pas bête. Braun Strowman, interviewé par Byron Saxton. Il vient hyper évidemment son combat prévu contre Jacob Fatu, qui sera un
last man standing et qui déterminera un aspirant numéro 1 au championnat de LA Knight pour aller l'affronter à WrestleMania. Et il a été très très malin Braun Strowman dans sa promo parce qu'il a dit « Je vais battre Jacob Fatu, il arrêtera de se mêler de mon business et je vais pouvoir aller à WrestleMania et accomplir le Grand Chelem. » Il pourrait devenir un Grand Slam champion en remportant de ce fait le titre des États-Unis qui est le seul qui manque à sa collection pour être un Grand Slam champion. Il va être interrompu par Solo Sikoa et Tama Tonga qui viennent défendre les intérêts de Jacob Fatu. Jacob Fatu, il a peut-être rien demandé, donc ça y est, ça se parle mal. Et les Knights, yeah, il a entendu ça au loin. Il est venu commencer à se mêler d'un business qui le concernait peut-être pas en premier lieu, mais si, il est quand même champion des États-Unis. Et là, Tama Tonga, il lui a mal parlé, ça s'est défié pour aller faire un match dans le ring. Et LA Knight, il a dit, on va pas attendre, hop, je vais au ring. Il se prend pour qui ce gars-là? Et c'est parti, on a le match à notre tour de pause. On va pas se mentir, le combat entre LA Knight et Tama Tonga, il y a Solo Sikoa aux abords du ring, c'est un gros RAS de 9 minutes. Il y a rien d'incroyable. Tama Tonga, c'est un sidekick dans l'histoire, j'aime bien, c'est des bons catcheurs, ils font bien leur taf. Tama Tonga, c'est juste le sidekick, donc il a pas de momentum particulier. C'était un peu couru d'avance qu'on n'allait pas baiser LA Knight. LA Knight, il a réussi à être malin malgré les interventions de Solo Sikoa par moment. Il arrive à faire des comebacks, il se débarrasse de Solo Sikoa alors que c'est une gruge qui est convenue avec Tama Tonga, ça part en couille. Il porte son BFT, il remporte le match. Solo Sikoa, de ce fait, il a encore merdé. Donc ça donnera du grain à moudre pour la suite dans la relation Jacob Fatu-Solo Sikoa. Et c'est bien en fait, c'est efficace. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est efficace, on prend une bonne direction, pas de problème là-dessus. Ok, on retrouve Paul Heyman. Ah, Paul Heyman, il attend Roman Reigns dans le parking visiblement, et Byron Saxton, il arrive à le choper, et en effet, on a la confirmation, Roman Reigns est en route pour aller confronter CM Punk pour avoir le fameux reveal de cette satanée faveur. Mais là en fait, Paul Heyman il arrive justement, donc il va s'adresser directement à la caméra, et avant que Roman Reigns arrive, Paul Heyman tient à nous dire que, quelle que soit la faveur de CM Punk, il est prêt à accepter. Je veux pas me mettre dans la merde, j'accepte. Maintenant, j'accueille le chef tribal. Ah, mon chef tribal, vous êtes là. Pas du tout, c'est pas le chef tribal, c'est Seth Rollins. Moment très gaulerie. Pour le coup, Seth Rollins, alors lui, il a un peu le rôle du bouffon là dans l'histoire en ce moment, parce que ça le concerne pas. Tu vois, les faveurs et tout ça, la situation Roman Reigns, CM Punk, ça le concerne moins. Mais il est là. Il dit à Paul Heyman, t'as mauvaise mine, j'ai l'impression que t'as passé une sale semaine, t'as l'air contrarié, je peux comprendre. Maintenant, je te dis que ça me concerne aussi, mais je suis juste là pour savoir quelle est cette faveur. Je sais pas quelle est la faveur, mais vous êtes un peu tous embarrassés là, donc je suis curieux, je serai là. Très drôle. Pro package, Aleister Black. Ils ont remis les chiffres, la fumée, etc. C'est toujours cryptique. Normalement, la date, on se l'était fixé déjà la semaine dernière, 25 avril, à moins d'une douille, mais 25 avril. Et on est parti pour aborder un immense morceau de ce SmackDown Recap, je pense. Le segment controversé du soir, peut-être. Tiffany Stratton et Charlotte Flair ont un petit face-à-face qui sera modéré par Wade Barrett. Wade Barrett, déjà, il pose une première bonne question, je trouve. Il demande à Charlotte Flair pourquoi elle a choisi Tiffany Stratton. Et sa réponse, elle diffère un peu des précédentes fois. Parce qu'on lui a déjà posé cette question. Pourquoi avoir choisi Tiffany Stratton? En fait, elle dit qu'elle en a marre que les gens les comparent sans arrêt. Il n'y a rien de comparable entre elle et moi. Pour essayer de se mettre en valeur. Il y a, pour information, une très très grosse hit sur Charlotte Flair. Elle est déstabilisée par le public qui lui en laisse pas placer une, et Tiffany Stratton, ça la sert totalement, parce que Tiffany Stratton, elle peut lancer des petits Tiffy Time, mais elle peut charger Charlotte Flair là-dessus. C'est plus Tiffy qui va parler ce soir, et Tiffany Stratton, elle va dire que lorsque Charlotte avait 25 ans, elle essayait de devenir une joueuse de volleyball, et elle vivait chez son père. Alors que Tiffany Stratton, elle a 25 ans, elle est championne de WWE, et elle s'apprête à faire WrestleMania. Voilà, comme ça, on remet un petit peu l'église au milieu du village. En effet, on n'est peut-être pas du tout, toi et moi, comparables. Sous-entend bien évidemment Tiffany Stratton que c'est une prodige. C'est vrai que Charlotte Flair, elle a commencé le catch très très tard. Bon point pour Tiffany Stratton, ça me va. Charlotte Flair, elle va laisser un peu plus Tiffany parler parce que c'est assez compliqué d'être audible dès lors qu'elle essaye de s'exprimer. Donc, Stratton, elle a évoqué le bilan de Charlotte Flair à WrestleMania en disant qu'elle avait 4 victoires et 3 défaites. Je trouvais le move un peu étonnant étant donné que c'est pas non plus un record à WrestleMania totalement ouf, mais en fait elle va se servir de ce record pour amener sur le fameux point du 0-3.
dont vous avez beaucoup peut-être entendu parler et qui va peut-être faire polémique dans ce débat. Parce que en dehors de ring, elle n'était la reine de rien du tout selon elle. T'as beau être la reine de WrestleMania, en dehors du ring, t'es la reine de rien, t'es la reine de R. Charlotte Flair, elle s'est moquée de la voix de Tiffany Stratton. Tu peux répéter, elle limite, elle se moque d'elle, elle est un peu détestable Charlotte Flair, mais ça la rend un peu drôle. Tiffany Stratton, elle aurait besoin, peut-être en tant que babyface, d'être un peu drôle aussi parfois et pas être trop concentrée sur les mots qu'elle doit prononcer. Et Tiffany Stratton, elle va terminer son point sur les fameux records en disant que à la fin de WrestleMania, quand elle va perdre, elle va se retrouver seule. Comme elle l'a été dans la vraie vie, où elle est à un score de 0-3. Le 0-3, c'était un sous-entendu au fait que Charlotte Flair avait déjà divorcé 3 fois. Voilà. En fait, elle a fait, après ça, Tiffany Stratton, un gros drop mic. Elle a quitté le ring, elle s'est barrée. Et Charlotte Flair a balancé, alors explique-moi pourquoi, Kaiser est dans mes DM. Bon, ça, ça n'a jamais été portrayé à l'écran, mais les fans sont pas bêtes, ils savent que Ludwig Kaiser est en couple avec Tiffany Stratton depuis quelque temps. Visiblement, selon des WrestleVotes et d'autres médias, il semblerait que les deux catcheuses se soient écartées du script pendant une grosse partie de la promo. À titre personnel, moi j'ai aucun problème sur le off-script. Si ça peut amener des points, si ça peut paraître un peu plus naturel, le truc en fait c'est que ça paraissait pas si naturel que ça leur off-script. Et j'ai pas l'impression que ça soit très nécessaire de rendre l'histoire entre les deux femmes ultra personnelle quand leur comparaison et leur rivalité est plus initialement basée sur des accomplissements, tu vois, des faits, peut-être un peu plus de compétitif. Il y a une catcheuse qui est un peu considérée et qui a le palmarès de se prétendre la GOAT. Il y en a une qui se prétend être le prodige. Est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, de partir dans le gossip et de partir dans ces trucs-là ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour se trouver une vraie place sur la route de WrestleMania ? Je sais que WrestleMania, c'est stacked. Build-up pas ouf. J'espère que le match de catch à WrestleMania nous fera oublier ce build-up. Et qu'on retiendra juste l'excellente perf entre les deux. Les Street Profits sont invités. Ils font leur entrée. C'est ça le pire. Ils font leur entrée. Ils sont invités à regarder le prochain match qui va être un match de tag team d'aspirant numéro 1 pour les titres par équipe entre DIY et les Motor City Machine Guns. Et en fait, les mecs font leur entrée, ils vont s'asseour après au premier rang. J'ai fait quoi ? Pourquoi ils s'assoient au premier rang ? Pourquoi ils s'assient pas à la table des commentateurs à côté de Wade Barrett et de Joe Tacitor ? Pourquoi on les fait s'asseoir au premier rang ? J'ai trouvé ça hyper étonnant. Ok, vous faites votre entrée, mais après vous allez dans le public. Bon, très bien, on va dans le public. Alors, le match de catch, normalement je suis censé être hypé, putain, ce match il était quand même Royal Rumble. C'est deux techniquement des meilleures équipes et en fait ils ont, je trouve, rendu leur action assez fade. Bon, on va pas beaucoup plus loin. Alors on a 9 minutes de match, correct, ok, sans grande implication émotionnelle. J'ai trouvé le finish plutôt bien foutu. DIY a tenté de gruger avec le pin, les pieds dans les cordes, il s'est fait gauler et l'arroseur arrosé derrière il va perdre sur un roll-up. Et Motor City Machine Guns devient aspirant au titre. Je pense que c'était le chemin logique. On n'a pas vu Motor City Machine Guns contre les Street Profits. Mais c'est pas annoncé pour WrestleMania. Donc, il y a des chances. Il reste encore 2 épisodes de SmackDown. Je pense que ce match sera peut-être dans le SmackDown qui va précéder WrestleMania et que la division par équipe de SmackDown finalement ne sera nulle part. Je ne sais pas. Je découvrirai. On découvrira. Mais c'est encore une fois assez étonnant. Et ce qui me fait dire que ça sera pas l'affiche de Mania et que ça sera probablement un match en weekly, c'est que derrière on va donner encore de la consistance à d'autres équipes dans cette division tag, dont notamment celle du Miz et de Carmelo Hayes, qui se sont peut-être trouvé un plan de dernière seconde pour se retrouver quand même impliqués dans la route de Mania. Ils vont avoir un petit échange backstage avec les Pretty Deadly, et Dieu merci, les Pretty Deadly, ils ont sorti la grosse punchline de Babyface. Le Miz, comme d'habitude, il va rappeler tout son CV, 9 fois champion par équipe. Vous, les Pretty Deadly, vous avez jamais remporté un titre par équipe. Et les Pretty Deadly, ils ont lancé cette take qui était incroyable. T'as été 9 fois champion par équipe, le Miz, avec plein de partenaires différents. Et là, visiblement, t'en as pris un beaucoup plus jeune que toi. En fait, t'es le Leonardo DiCaprio du catch. J'ai tellement ri. La take était incroyable. Ça y est, les Pretty Deadly sont cool. Ça y est, on a écrit un truc cool à dire aux Pretty Deadly. La punchline, elle est malade. Et pourquoi on l'a pas fait avant ? Ils ont un potentiel babyface de zinzin, les mecs. Et vous l'écrivez là. J'espère que c'est pas trop tard pour eux. C'était trop bien. Bien évidemment, on va se défier pour des matchs la semaine prochaine et tout ça. Mais let's go. Mais allez, c'est bon, ça passe. Trop bien.
Dans un instant, c'est Bifab contre Naomi. Le match nous avait été annoncé la semaine dernière et Naomi, ça va être la première fois qu'on va la voir catcher dans son personnage de heel. Alors, Naomi, est-ce qu'ils ont changé son thème d'entrée? Est-ce qu'ils ont changé son Titan Throne? Eh bien, non! Naomi, elle fait son arrivée, même musique, ça bouge pas. Et quand le I de Naomi apparaît, que la lumière se rallume, pim, elle se fait direct attaquer par Jade Cargill. Elle a pas attendu. Elle a plus le temps. Gros service de sécurité, on vient les séparer. Naomi, elle va se réfugier dans le ring. Mais de ce fait, le match commence et elle se fait surprendre par Bifab. Et Bifab, elle a le momentum de son côté. De ce fait, elle n'arrive jamais à capitaliser. Elle fait des erreurs. Elle se fait coincer dans le coin par Naomi, qui a un style un peu plus agressif. Elle a des bons regards avec la caméra. Ça va, ça me rassure sur son potentiel heel turn et ce qu'il donnera par la suite. Et elle a agrémenté son moveset. Elle fait une espèce de stomp où elle va balancer fortement la meuf, tu vois, dans le turnbuckle. Et désormais, elle fait une espèce de Kamigoye Cutbreaker. Voilà. Qui lui permet d'avoir un compte de 3 dans un match qui n'a duré que 2 minutes. Ah ouais. Bifab, c'est 2 minutes. Bifab, elle a résisté 8 minutes face à Charlotte Flair. Mais là, contre Naomi, elle fait une erreur, elle perd en 2 minutes. Et c'est un peu marrant parce que Michin, elle l'a accompagnée sur le stage d'entrée pour lui dire vas-y, va à ton match, mais Michin, elle est pas restée. Michin, voilà, pour dire à Bifab, Fabienne, tu fais des erreurs, etc. Tu te laisses trop emporter par les émotions. Naomi, elle a pas le temps de célébrer, hein. Jade Cargill, elle revient tout de suite à la charge. Renvoyer la sécurité. Et en fait, ils ont été très très rush sur ce segment parce que Naomi s'enfuit. Et Nick Aldis y débarque. Et lui, il fait le fameux Enough! Ça suffit! Vous savez quoi? On peut pas vous gérer, alors on va faire un match à WrestleMania! Voilà, donc c'est officiel. Naomi contre Jade Cargill à WrestleMania. Après, on se doutait, hein, elles n'avaient pas un programme pour pas s'affronter à Mania. Bravo à elles, parce que ça, c'est assez rare de voir ça à la WWE. Il y a un match féminin 1v1 sans qu'il y ait de titre impliqué. Damien Priest. Donc, Promo Package, évidemment, réponse à Drew McIntyre. Il rappelle tous ses accomplissements sur Drew McIntyre sur l'année écoulée. Il l'a baisé à Mania, il l'a baisé partout en fait et dans toutes les positions. Drew McIntyre, de quoi tu te plains, et il le challenge pour un match à Mania. Donc ça tombe bien, les deux hommes vont se confronter la semaine prochaine, ça sera révélé un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, un autre gros segment, gros pavé, quelque chose qui amène beaucoup à la réflexion pour la suite de cette route de WrestleMania. C'est Nick Aldis qui nous accueille dans le ring. Avec un air un peu grave, il nous dit « Je m'apprête à faire quelque chose qui est pas forcément chouette, mais ça fait partie de mon job. Par contre, cette annonce, j'aimerais qu'elle se fasse par l'homme le principal concerné. » Donc déjà, ça donne le ton, ça met la gravité, et Kevin Owens arrive. La news, elle était sortie sur les dirt sheets quelques heures avant. Kevin Owens pourrait être, en effet, blessé à la nuque et rater WrestleMania. L'information, elle était tombée. Worké, pas worké, déclaration, pas de déclaration, réaction de Randy Orton. On était très curieux pour ce segment. Une information vraiment de dernière minute. Kevin Owens, il va faire un discours très sincère. Et on n'est pas vraiment, tu vois, in gimmick. Il nous dit qu'il fait ce métier depuis 25 ans. Et qu'il pense qu'il ne l'a jamais fait sans se ménager. Et ça, pour avoir suivi la carrière de Kevin Owens depuis 2004, oui, il s'est jamais ménagé. Il a toujours été non-stop. Il a toujours énormément donné de lui-même. Kevin Owens, grand monsieur. Respect éternel pour tout ce que t'as fait. Il a dit qu'il avait vécu des expériences inoubliables, qu'il a pu donner une belle vie à sa famille et à ses proches. Mais tout ça, pour tout ça en tout cas, il y a un prix à payer. Kevin Owens a expliqué qu'il souffrait d'une blessure au cou depuis environ 4 mois. Et que cette semaine, on a découvert qu'est-ce qui n'allait pas. Il a ajouté qu'il devait maintenant se faire opérer et que ça remettait totalement en cause déjà ses plans à WrestleMania. Il avait hâte d'être sur le ring avec Randy Orton. Il annonce de se faire sa blessure, il remercie la WWE de le laisser annoncer cette grave blessure à la nuque et il nous dit en plus de ça qu'il ne sait pas s'il pourra se tenir à nouveau devant les fans. Et il a ajouté « Je suis désolé les gars, merci ». Il a embrassé Nick Aldis et au moment de quitter le ring, Randy Orton est arrivé. Randy Orton, la tête basse. Pas ravi non plus d'apprendre que Kevin Owens est legit fucked up. Randy Orton va monter sur le rebord du ring, il y a un échange de regards entre lui et Kevin Owens. Ils ont un petit acquiescement de compassion. Ça sera la seule marque d'affection qu'ils vont se donner. Kevin Owens va repartir backstage. Il va s'embrouiller avec un fan, mais ça c'est pas forcément hyper intéressant pour le coup. Et Randy Orton va rester au ring, va regarder Kevin Owens partir et Nick Aldis va lui annoncer que, étant donné la blessure de Kevin Owens,
Randy Orton n'a plus de match à WrestleMania. Donc les fans l'apprennent, Randy Orton est dans le mal, les gens vont commencer à chanter RKO, et il va mettre un RKO à Nick Aldis. Alors pour information, le RKO à Nick Aldis, est-ce que ça va engendrer un programme avec Nick Aldis? Je pense pas. Il avait déjà mis un RKO à Nick Aldis. Nick Aldis lui avait donné une amende de $50,000. Randy Orton lui avait payé $100,000. Nick Aldis, il avait dit c'est trop d'argent. Bah, il fait mais comme ça j'ai déjà un coup d'avance si je te refais un RKO. Donc voilà, on est plutôt carré là-dessus. Bien. Alors bien sûr, parce que je ne peux pas empêcher les gens de douter. Parce que moi-même je doute. Moi-même aujourd'hui, WWE, je suis sûr de rien. Triple H, dans sa manière d'écrire, il aime bien aussi nous filouter. Les dirt sheets, dont notamment surtout le PW Insider, rapportent que la blessure de Kevin Owens est bien 100% réelle. On a 15 jours de WrestleMania et ça fout les plans en l'air. Que va faire Randy Orton à WrestleMania? Et il y a une autre part de moi qui fait j'y croirais uniquement si je vois pas Kevin Owens dévaler la rampe de WrestleMania dans 2 semaines. C'est incroyablement perturbant. Et je déteste être dans cette situation-là parce que je n'en veux pas aux gens qui affirment que Kevin Owens est réellement blessé. Je ne souhaite pas voir de personnes qui affirment que cette histoire soit 100% kayfabe, mais le doute, je pense, peut être permis. Le fait que Kevin Owens donne une interview à The Mom Campment, je crois, donc un petit média sur lequel il a parlé de manière non kayfabe et il a évoqué une IRM qu'il aurait fait au mois de décembre, il aurait eu aucun problème. Il a eu un petit problème au cou après un match au mois de janvier, mais les médecins l'ont pas empêché non plus d'aller faire la dinguerie qu'il a faite avec Cody Rhodes, ni la dinguerie qu'il a fait pas plus tard qu'il y a un mois contre Sami Zayn. Et que là, on nous annonce qu'il est blessé et que le problème à la nuque est grave, qu'il doit se faire opérer. Et là aussi, la symbolique, tu vois, de l'opération à la nuque, c'est... t'es obligé de penser à des Edge, des Daniel Bryan, et que c'est peut-être fin de carrière. Maintenant, il y a un truc qui m'embête. Kevin Owens, aussi sincère qu'il soit, et si c'était potentiellement, tu vois, le diagnostic qui devrait l'empêcher, enfin le conduire à une potentielle fin de carrière, je pense qu'il aurait été encore plus émotif. Et là, en fait, juste le fait de le penser, je suis à 2 doigts de sortir le fouet et de me taper moi-même. Parce que, en fait, je suis très très mal à l'aise avec l'idée que ça soit potentiellement un work. Si la semaine prochaine c'est un work et que, en fait, voilà, il nous a tous baisés, d'un côté, je dirais ouf, sa carrière est pas terminée. Et je dirais putain, les mecs, c'est smart. Par contre, en effet, si quelqu'un se blesse réellement et qu'il y a une annonce similaire, ce serait dégueulasse de douter d'un mec qui est sincère. Et c'est pour ça, c'est catastrophique. Jusqu'à la semaine dernière, ça paraissait totalement naturel que le programme allait continuer, se poursuivre. Et là, en plus de ça, on nous implique émotionnellement sur l'idée que Randy Orton aurait peut-être pas de route à Mania de ce fait. La veste était saumon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Marc-Henri. On va passer au Last Man Standing. Et tu vois, après l'annonce de Kevin Owens et de Randy Orton, j'ai du mal à rentrer dans ce délire-là. Jacob Fatu, il est arrivé au ring, Braun Strowman, il l'a suivi. C'est quand même le match important. C'est en quelque sorte le main event de cet épisode de SmackDown. Ça va déterminer une affiche pour WrestleMania. On se doute bien évidemment que Jacob Fatu va remporter la guerre et que Braun Strowman va faire de son mieux pour le mettre en avant. Et j'ai du mal à rentrer dans les 15 minutes, mais ils font un truc que je trouve assez smart. Braun Strowman et Jacob Fatu, ils se battent immédiatement, ils attendent pas que la cloche sonne, ça se bat à l'extérieur du ring, et quand Jacob Fatu remet Braun Strowman dans le ring, il lui porte direct de moonsault, et de ce fait, comme c'est un last man standing, l'arbitre commence à entonner son compte, on approche du 10, avant le compte de 10, Braun Strowman il fait un peu le cheat code de je roule à l'extérieur du ring pour me retrouver les 2 pieds debout, et de ce fait le compte s'arrête. Mais de ce fait, ils ont créé, tu vois, déjà un moment hyper impactant dès le début du match. Un peu dommage, c'est que juste après ça, on parte à la pub. Donc, c'est sur Netflix, ça va. Braun Strowman, il reprend un peu l'avantage, il met des coups d'escalier. Bon, voilà, on détruit un petit peu le mobilier sur place. Au retour de publicité, Braun Strowman, il va continuer d'avoir l'avantage. Il va réussir une spire à travers la barricade. Mais Jacob Fatu remonte sur pied avant le compte de 10. On se délocalise, bagarre dans le public. Il y a une magnifique superplex depuis une fly case à travers 2 tables en contrebas, magnifique, mais encore une fois, Jacob Fatu se relève avant le compte de 10, on revient vers le ring, il y a la table qui a été installée dans le coin de ring, puisqu'ils avaient sorti une table, voilà, elle s'était un peu faite oublier, et Jacob Fatu va réussir, tu vois, son elbow, un peu à la manière d'un Iron Blade, mais c'est pas exactement la même chose, sur Braun Strowman qui va passer à travers la table. C'était peut-être pas
la cascade la plus impressionnante de ce match, qui était plutôt intéressant à regarder, c'était assez divertissant. Et c'est là-dessus qu'ils vont faire le finish. Les deux hommes sont vraiment en train de vaciller pour remonter avant le compte de 10, et Jacob Fatou est déclaré vainqueur à, je vois, vraiment une demi-seconde. Hein. Vraiment, à pas grand-chose. Jacob Fatou, il a réussi à être debout, il se réfonde juste après, pour quand même crédibiliser l'effort de Braun Strowman. Donc ça pouvait paraître un peu anticlimatique, mais tout le match, en tout cas le travail de Braun Strowman pour valoriser un Jacob Fatou qui ne lâche rien, c'était réussi. Donc Jacob Fatou gagne le match, il est de ce fait l'aspirant au championnat des États-Unis de LA Knight pour WrestleMania. De ce fait, on ne part pas vers Jacob Fatou contre Solo Sikoa, mais le plan dissensueux entre Jacob Fatou et Solo Sikoa peut s'écrire dans le match à WrestleMania pour faire un peu d'overbooking et peut-être empêcher Jacob Fatou de devenir champion et lancer un programme entre les deux à la saison à venir. La semaine prochaine, en plus de probablement les Pretty Deadly qui affronteront le Miz et Carmelo Hayes, en tout cas je leur souhaite, Cody Rhodes sera de retour à SmackDown. On ne sait pas ce qu'il y fera, on nous a montré un gros clip évidemment de tous ces trucs avec John Cena, mais on ne sait pas ce qu'il y fera. Nick Aldis avait annoncé un petit peu plus tôt qu'il y aurait un gauntlet match féminin par équipe. Alors je sais pas comment ils vont l'agencer, mais ça peut durer très très longtemps. Et c'est avec beaucoup de catcheuses qui sont pas forcément over à la WWE. Et il y a des gens qu'on n'a pas revus depuis des lustres. Hein. Shayna Baszler et Zoe Stark, elles se retrouvent dans ce match. Les meufs, ça fait des semaines, voire des mois, qu'on les a pas vues faire quoi que ce soit, à part des combats qualificatifs peut-être pour l'Elimination Chamber. Théma les équipes, il y en a 6. 6, et l'équipe qui gagnera ce gauntlet ira affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez à WrestleMania. Il n'y aura pas un multi-woman tag team match. Ça sera juste un 2v2. Donc, par élimination, Kayden Carter et Katana Jones, vous êtes bien gentils, mais non, je pense que vous allez vous ranger sur le bas-côté. Shayna Baszler et Zoe Stark, je suis désolé aussi. Bifab et Michin, je vous aime bien, vous avez été sympa, vous avez été d'une bonne utilité cette année, mais bon, on va pas faire Piper Niven et Alba Fire contre les autres. Et peut-être Natalia, Maxine, pour l'histoire de l'underdog, why not? Mais le star power, on va pas se mentir, il est autour de Bayley et de Lyra Valkyria, un niveau au-dessus de toutes les autres meufs. Donc il n'y a pas un gros suspense. Après c'est bien, ils font un match compétitif, mais c'est dommage, c'est une compétition contre vraiment les mal classés à la fin de la saison, quoi. Bataille dans le tableau des mal classés, il y a le Paris Saint-Germain qui joue avec eux, quoi. C'est dommage, hein, parce que ça a pas été très très bien build en amont. Pour Maxine Dupri, de ce fait, elle a pu se faire entendre par Adam Pearce, malgré que on lui ait coupé la parole. La pauvre. Après, attention, hein, Natalia Maxine Dupri, je n'exclus pas. La surprise peut venir de cette équipe-là un peu étonnante. Rey Fenix contre Berto, ça avait été annoncé, et un face-à-face entre Damian Priest et Drew McIntyre, live, pour officialiser très certainement leur match à WrestleMania. Ok, bon, Paul Heyman, cette fois-ci c'est la bonne auto, oui ça a l'air d'être la bonne auto, le chef tribal, il a pas calculé Paul Heyman. Le mec il est sorti de la caisse, visage de déter, même pas un regard à Paul Heyman, il trace directement backstage la musique, il fait son entrée la plus rapide du... Quoi? Il est déjà au ring? Il a déjà réclamé le micro? Même pas il a levé le doigt une seconde, rien du tout. L'histoire... Après je suis content, parce que pendant des semaines je me suis plaint, les mecs ils prennent leur temps, ils font des entrées etc. En fait là il est de mauvaise humeur, Roman Reigns, donc quand il est de mauvaise humeur il s'amuse pas à lever le doigt. Très très bien. Il vient, venons-en on fait. Donc premier fait, Chicago. Est-ce que vous me reconnaissez? Oh, Chicago, ils ont reconnu, quoi. Si Chicago, ils avaient chanté CM Punk dès le départ, ça aurait été incroyable. Mais bon, que voulez-vous? Ils disent oui quand même. Mais bon, il va provoquer un petit peu Chicago. Il fait, ouais, Paul Heyman, il est là, le gars de Chicago. Là, Paul Heyman, il fait, oui, mon chef tribal. Oui, mon chef, oui, mon adjudant. Et de ce fait, Roman Reigns, il a dit, je sais pas comment vous gérez votre gars là à Chicago, là. Mais il faut savoir une chose, là. Quand il fait tous ses discours et tout ça, la seule personne à qui il devrait dire merci pour le main event de WrestleMania, c'est moi et uniquement moi. Voilà, c'est grâce à moi qu'il fait le main event de Mania et pas grâce à autre chose. Donc, il devrait y avoir normalement des huées à ce moment-là pour Roman Reigns, mais il est trop over. Ça chante ici, que voulez-vous? Bon, les gens aiment bien. Donc, il appelle CM Punk à venir au ring, parce que de ce fait, pour le reveal de la faveur, etc., il y avait besoin qu'il soit là, donc il est là, il l'a dérangé, voilà. C'est pas CM Punk qui arrive, c'est Seth Rollins. Ça fait 2 fois que Seth Rollins, c'est le rigolo du programme, quoi. Bon, c'était bien joué, parce que ça a généré des petits rictus, ça a agacé Paul Heyman et Roman Reigns, bien sûr, et là, il arrive. Là, c'était bien vu, de ce fait d'être
Typiquement le mec agaçant. Ah, je suis Seth Rollins, je suis un visionnaire, je suis un révolutionnaire, patati patata. Et par contre, Seth Rollins, en fait, il est là parce qu'il veut pas louper la faveur. Mais il papote, il commence à raconter sa life, et là, les gens commencent à entonner un chant. C'est quoi la faveur? What's the favor? En réalité, ce qu'ils veulent dire gentiment à Seth Rollins, c'est en gros, ferme-la, on veut passer à autre chose. Et Seth Rollins, il fait le mec qui fait semblant de pas avoir compris. Bah ouais, mais moi aussi, je veux savoir c'est quoi la faveur. Mais attendez, Roman Reigns, toi par contre, toi tu fais chier. Hein. CM Punk, c'est l'ennemi. Tu l'as pas tué quand tu pouvais. Il est reparti. Au Wargames, t'aurais pu le décapiter. Et tu m'as pas laissé le tuer quand je pouvais le tuer au Madison Square Garden. Maintenant, il a son main event. Ça y est, il radote, j'en peux plus. Et Roman Reigns, heureusement, il le recadre. Il lui fait, mais j'ai appelé CM Punk. J'ai pas appelé Seth Rollins, j'ai appelé CM Punk. Qu'est-ce que tu fous là? Moi, je suis juste là pour la faveur. Mais aussi, il commence, Seth Rollins, à faire un discours sur la loyauté. Les histoires de loyauté, etc. Roman Reigns lui dit, mais t'es un bouffon, t'es le mec le moins bien placé pour parler de loyauté. Qu'est-ce que tu racontes? Et bon, vu que je suis là pour la faveur, il dit Seth Rollins, on n'attend plus qu'une personne, en réalité, c'est CM Punk. Bon bah voilà, CM Punk arrive. Deuxième entrée à Chicago pour CM Punk. CM Punk, oh là là, bah lui justement, il a entendu parler de loyauté, donc c'était la petite passe décisive. Il va tout de suite parler de loyauté pour pouvoir justifier son move et justifier cette histoire de faveur. Et là, attention les mecs, accrochez-vous, hein. Storytelling à long terme. Hein. Il a été nous justifier sa faveur, il est remonté loin le frérot, loin, super loin. Il a dit CM Punk à Roman Reigns, qu'il y a longtemps, dans le Kentucky, mettez-vous dans le contexte. Lorsque il au pluriel, et le il c'est important, on y reviendra parce que le il n'a jamais été nommé, mais le il revient à plusieurs reprises. Lorsque ils ont demandé à Paul Heyman de virer CM Punk et que Paul Heyman a refusé de le faire, CM Punk a dit à Paul Heyman qu'il avait établi une prophétie il y a quelques années à Monday Night Raw. À savoir, et c'est vrai, c'est vérifiable, que CM Punk, post-WrestleMania 29, après son match contre l'Undertaker, un jour aura l'occasion de main eventer WrestleMania et que Paul Heyman l'accompagnera et sera à ses côtés. C'est vérifiable. Vous pouvez aller retrouver, il y a l'extrait qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. C'est vérifiable. CM Punk, il confie de ce fait à Roman Reigns et à tout le monde en même temps que sans Paul Heyman, il ne serait rien, qu'il lui doit énormément. Il prend d'ailleurs à témoin 2 personnes qui étaient présentes lors d'une conversation qu'il a eue avec Paul Heyman à l'époque dans un bus, à savoir RVD et Big Show. Eux, ils se sont retrouvés nommés. On n'ira pas leur demander vérification, je pense, mais ils ont été nommés dans l'affaire. Le fameux heel, qui voulait pas que CM Punk et Paul Heyman soient dans le main event de Mania, aujourd'hui, ces fameux heels, ils sont plus là. Donc on va supposer très fortement que les heels, c'est Vince McMahon et sa cour. Et pour reprendre les termes que Paul Heyman avait prononcés à CM Punk à Monday Night Raw il y a des années, il révèle donc sa faveur à tout le monde. Ce serait d'avoir Paul Heyman dans son coin à WrestleMania. Il pourrait pas être dans les coins de tout le monde, Paul Heyman, parce qu'il est censé être dans le coin de Roman Reigns. Donc là, Paul Heyman est un peu gêné, mais on le sent déjà un peu pris par l'émotion, et réaction de Roman Reigns, pas du tout en colère d'apprendre la chose. Roman Reigns, il tape sa meilleure barre. Il est MDR. Il fait quoi? Tu nous casses les pieds depuis des mois et des mois avec ta putain de faveur, et ta faveur, c'est d'avoir Polo. c'est d'avoir Polo à tes côtés. Attends, le problème en fait, c'est que Polo, c'est bas de chouin, t'as vu. Elle serait totalement du père sans Wham. Donc, vas-y, demande-lui. Il acceptera pas. Qu'est-ce que... Un Polo. Un Polo. Et Polo, il commence à pleurer un peu, tu vois. Il est ému, il fait... Paul Heyman, il fait, t'es pas en train de pleurer quand même, il dit Roman Reigns, ça va pas, c'est... Et on sait pas, hein, Christo de mente ou pas, peu importe. Et Roman Reigns, il commence un petit peu à le forcer, dis-lui que tu vas pas l'accompagner. Et on a évoqué justement les questions de loyauté juste avant. De ce fait, il répond non, mon chef tribal, je ne peux pas refuser sa faveur. Roman Reigns, il se vénère. Seth Rollins, il y a des plans sur lui, le mec, il est MDR, il en peut plus. Lui, il a pas raté son moment pour être là. C'était trop bien d'avoir Seth Rollins dans le ring. C'était exceptionnel à ce moment précis. Punk, il est déter.
Paul Heyman est loyal. Roman Reigns s'énerve. Il commence à saisir Paul Heyman par le callback. Il y a trop la question de c'est mon meilleur ami CM Punk et tout ça. CM Punk il prend tout de suite la défense de Paul Heyman. Il l'attaque. Il couche Roman Reigns avec un gros go to sleep. Et là, super la réaction de CM Punk. Après avoir couché Roman Reigns, tout de suite, échange de regard avec Seth Rollins. Et là, il y a face-off. Et là, c'était assez intéressant la confrontation entre Punk et Rollins parce que Rollins, comme il l'avait promis, le temps, il n'était pas venu d'aller régler des comptes avec CM Punk. Il a encore une fois mis en garde Roman Reigns qui jouait avec Punk à un jeu dangereux. Il est un peu amusé de ce fait que Punk ait baisé Roman Reigns et il va tout simplement quitter le ring et pas s'en mêler. Et ils vont terminer l'épisode avec un plan où CM Punk, il doit être ravi que Paul Heyman, il était un ami loyal. Paul Heyman, il se dit dans quelle merde je me suis fourré. Et c'est assez intriguant en fait. Je trouve que c'est bien. Ça a été bien amené. Bon, il y a un petit côté en effet de tout ça pour ça, mais avec un beau message d'amitié, de loyauté derrière. Sur ces belles paroles, c'est ainsi que s'est achevé de se faire cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé dans sa construction assez solide, peut-être l'un des plus solides de ce passage à 3 heures pour le show bleu. Peut-être en effet plus solide que tout ce qu'on a eu sur les scènes européennes. C'était bien en fait de choisir le point de chute Chicago après la folie des foules européennes pour pas tout de suite tomber dans une ambiance un peu tiédasse. Très curieux de ce qui se passera évidemment lundi à Monday Night Raw. Il y a des grosses choses qui devraient encore une fois s'opérer. Est-ce que Cody Rhodes sans John Cena, est-ce que ça va créer un vide? Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui auront plus de place pour se développer? Donc je suis assez curieux de tout ça. La route de Mania, ça approche à grands pas, hein. C'est désormais dans moins de 15 jours. Merci en tout cas YouTube d'avoir accepté qu'exceptionnellement je fasse ce programme directement sur twitch.tv/Tuerie316. Merci encore à l'accueil et merci pour les bonnes réflexions qu'il y a eu dans ce chat. Un chat qui est lu par YouTube. Il y a des gens qui ne m'écoutent même plus désormais quand il y a des émissions sur YouTube et qui préfèrent passer leur temps à vous lire et à vous commenter sur YouTube. Vous irez voir ça. Certains peut-être, attention, dites pas des dogs, vous êtes rediffusés après devant plein de gens, ça n'engage que vous. Aïe aïe aïe. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Au revoir YouTube, restez forts, merci pour tout, merci pour la force et à très bientôt. C'était Sturie, ciao.